Les gens, aujourd'hui, on va pas parler d'un simple arnaqueur. On va parler de Steven J. Russell. Il a un QI de 163, il s'est évadé 4 fois de prison sans jamais utiliser la violence. Et tout ça pour une raison purement romantique. Installez-vous bien confortablement, parce que le niveau de culot qu'on va aborder aujourd'hui dépasse l'entendement. Pour comprendre comment on devient un caméléon capable de berner le FBI, il faut impérativement regarder où il a grandi. Steven naît en 1957, et sa mère biologique le regarde dans le berceau et s'aperçoit que finalement c'est trop de responsabilités. Donc elle l'abandonne à la maternité. Après ça, il est adopté par la famille Russell. Les Russell sont parfaits. Ils sont ultra riches, très croyants, et ils possèdent une entreprise de pompes funèbres. Réfléchissez-y 2 secondes. Le terrain de jeu de son enfance, c'est l'arrière-boutique d'un funérarium. Et le cache-cache du week-end se faisait dans des cercueils en chêne massif avec option capitonnage en soie. Étonnamment, Steven y grandit en étant l'enfant idéal. Il sourit, il aide les vieilles dames, et il joue même de l'orgue à l'église le dimanche matin. La vitrine du personnage est nickel. Sauf qu'à 9 ans, sa vie explose. Un gamin du quartier, sûrement frustré d'avoir perdu aux billes, lui balance « De toute façon, ferme-la, t'es même pas un vrai Russell ». Après avoir entendu ça, Steven y court chez lui en larmes. Ses parents adoptifs s'asseyent et lui avouent toute la vérité. Et là les gars, son cerveau à 163 de QI, il surchauffe. Il développe une obsession maladive, retrouver sa mère biologique. Et c'est là qu'on voit son tout premier coup de génie criminel. À seulement 12 ans, le petit Steven attend que ses parents sortent, s'installe au téléphone de la maison, prend une voix de daron de 40 ans, hyper autoritaire, et appelle les ministères de l'état civil. Il se fait passer pour l'inspecteur d'État Harrison et qu'il a besoin du dossier d'adoption numéro 402 pour une enquête interne. Toi, à l'âge où tu galères encore à pas manger de la colle en tube, lui, il fait déjà du piratage administratif et de l'usurpation d'identité. Et figurez-vous que ça marche. Il remonte la piste et localise sa mère biologique. Il traverse tout le pays avec le cœur qui bat à 200 à l'heure, puis il frappe à sa porte. Il est persuadé qu'il va avoir droit à des retrouvailles à la sauce un peu hollywoodienne, mais quand la porte s'ouvre, sa mère le regarde froidement et lui explique qu'elle a refait sa vie et que sa famille ne sait pas qu'il existe. Elle lui dit de l'oublier et de ne plus jamais venir la voir. Et ensuite, elle lui claque la porte au nez. Et psychologiquement, vous vous en doutez, c'est là que le monstre est né. Parce que Steven y comprend 2 choses. Que la vérité est insupportable. Et que s'il s'invente des vies, il peut manipuler n'importe qui pour obtenir ce qu'il veut. Et ça va devenir sa nouvelle devise. Puisque tout le monde rejette qui je vais devenir quelqu'un d'autre chaque jour. Quand on décide de mentir à la terre entière, quel est le meilleur endroit pour se cacher selon vous? Un endroit où personne ne viendra soupçonner vos mensonges. Et pour ça, Steven va choisir le déguisement le plus ironique qu'il a trouvé. Pour continuer à donner le change à sa famille adoptive, Steven y rentre dans le rang. Il se marie, il devient papa d'une petite fille. Et professionnellement, devinez quoi? Il intègre la police. Ouais, le mec devient flic en uniforme. Il passe ses journées à patrouiller au Texas. Mais en réalité, il en a rien à foutre d'arrêter les criminels. Il passe son temps à étudier la bureautique du système. Comment rédiger un faux mandat d'arrêt parfait, ou alors comment les gardiens de prison vérifient les badges. Le mec a pris un CDI de flic pour s'offrir un stage d'observation en escroquerie, le tout financé par l'État. Au début des années 90, Steven y sature. Il fait son coming out, il quitte son travail, il quitte sa femme, et il part vivre à Miami pour vivre la vie qu'il voulait. Le problème, c'est que Steven, il a des goûts de milliardaire, mais le compte en banque d'un étudiant en galère. Il lui faut des costumes de créateur, des décapotables, des Rolex. Et pour financer tout ça, il invente sa première arnaque officielle. C'est un ridicule, mais vous allez voir. Il repère un rayon de supermarché fraîchement lavé, s'assure qu'une caméra le filme et tape la glissade de l'année. Une chute magistrale. Les bras en l'air, façon Neymar en Coupe du Monde. Il va même jusqu'à feinter un traumatisme crânien. Ensuite, il attaque le magasin en justice pour négligence et repart avec un chèque de 50 000 $. Le mec a juste fait le ventre-glisse le plus rentable de l'histoire. Et forcément, tu peux pas passer ta vie à glisser sur du carrelage. Steven y passe donc au niveau supérieur. L'escroquerie bancaire à grande échelle. Faux chèques, fausses cartes de crédit, usurpation d'identité, et j'en passe. Il est tellement brillant qu'il vide les banques de Floride avec le sourire. Mais à force de jouer avec le feu, comme tous les escrocs, tu finis par te brûler. Et en 1995, le FBI lui tombe dessus. Fin du game. Menottes, procès et direction la prison de haute sécurité de Harris County au Texas. Quelques mois plus tard après son arrestation, à la bibliothèque de la prison,
Steven bouscule un autre détenu, nommé Philip Morris. Oui, bon, un petit blond incarcéré pour une broutilles administrative. Et c'est le coup de foudre absolu. Steven devient son protecteur. Il utilise son QI pour rédiger des recours juridiques, lui donne ses desserts et l'entoure d'un amour total. Mais le drame arrive quand Philip est libéré. Steven se retrouve seul dans sa cellule de 9 mètres carrés et qu'il est hors de question qu'il reste enfermé sans son compagnon. Il lui faut donc un plan d'évasion. En observant un peu le quotidien de la prison pendant quelques semaines, il remarque que les infirmiers ont des blouses d'un vert bien spécifique et que l'administration distribue des surligneurs pour les détenus qui sont inscrits au cours du soir. Et là, Steven, il a un plan complètement débile. Il va se mettre à voler des centaines de surligneurs verts. Tous les soirs dans sa cellule, il démonte clandestinement les feutres, presse les mousses pleines d'encre dans un seau dans ses toilettes et prépare une mixture ultra concentrée. Il y plonge ensuite un uniforme blanc de prisonnier. Une fois sec, le vêtement est devenu une réplique parfaite de la blouse des infirmiers. Le lendemain, il enfile sa fausse blouse et marche dans les couloirs avec une assurance totale. Il salue calmement un gardien qui, le prenant pour un médecin de garde, lui ouvre la grille sans se poser de questions. Le mec arrive sur le parking, prend un taxi toujours en fluo et va direct retrouver Philippe. Sortir d'une prison de haute sécurité grâce à de la papeterie pour enfants, le niveau de culot est stratosphérique. Évidemment, quand on cavale dans les rues déguisé en stabilo-boss géant, la police finit par vous repérer assez vite. 2 semaines plus tard, Steven est de retour au trou. Et les gardiens pensent avoir maté le boss. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que Steven, il vient juste de terminer l'échauffement et décide de passer de l'art plastique au piratage mental. En 1998, Steven, il a besoin d'argent pour payer les avocats de Philippe, car il a été inculpé pour complicité après son évasion. Mais Steven y repère une faille dans le système téléphonique de la prison et réussit à appeler le bureau du shérif général du comté. En prenant une voix hyper grave et un accent texan à couper au couteau, il se fait passer pour un juge de la Cour suprême du Texas et il exige une baisse immédiate de la caution de Steven Russell, passant de 900 000 $ à 45 000 $, sous peine de sanctions administratives. Les secrétaires de la police, totalement terrifiés par l'autorité du faux magistrat, s'exécutent en tremblant. Steven contacte ses complices à l'extérieur, qui paieront la caution rabaissée, et il va sortir directement par la grande porte avec les salutations des gardiens. Le mec s'est offert un Black Friday sur sa propre libération. Du génie. Mais encore une fois, le FBI finit par comprendre l'arnaque. Et le coffre à nouveau. Mais cette fois-ci dans une prison de sécurité maximale, avec une interdiction absolue d'approcher un téléphone. C'est là que Steven joue sa carte maîtresse. Il décide de simuler le sida. Pendant 10 mois complets, il va réduire drastiquement son régime alimentaire et prend des laxatifs en cachette. Il va complètement se laisser dépérir. Il va perdre 30 kilos et devient un véritable squelette ambulant. Et en parallèle, il profite de ses visites à l'infirmerie pour voler des feuilles à en-tête officielles et tape ses propres rapports médicaux falsifiés sur une vieille machine à écrire de l'administration. Les médecins de la prison, dupés par son apparence et les faux documents, le croient à l'agonie. Le juge signe son transfert humanitaire dans un hospice pour mourants à Houston. Dès que l'ambulance le dépose, Steven profite du fait que le personnel est occupé pour courir au téléphone public de l'accueil. Il appelle le secrétariat de l'établissement en se faisant passer pour un médecin-chercheur, et annonce que le patient Steven Russell vient d'être sélectionné pour un protocole expérimental secret et qu'un chauffeur vient le récupérer. Il raccroche, sort de l'hospice à pied, monte dans une voiture de location et disparaît. 2 jours plus tard, il envoie lui-même un faux certificat de décès à la prison, s'effaçant définitivement du registre des vivants. On est bien d'accord que si on réussit l'exploit de faire croire à l'État qu'on est mort, le plan logique, c'est d'aller se cacher sous une fausse identité à l'autre bout du monde. Mais pas pour Steven. Non, pour lui, être officiellement mort, c'est juste la situation idéale pour postuler à un poste de grand patron en haut d'un gratte-ciel. Steven refait ses papiers sous un nouvel alias et s'invente un CV de crack en finance internationale et postule pour être directeur financier d'une immense compagnie de gestion de santé à Dallas. Lors de l'entretien, il fait face à des questions techniques, normales. Ayant appris le jargon la veille dans un dictionnaire des finances, il balance des concepts de flux de trésorerie et de synergie transfrontalière, avec une assurance encore une fois absolue. Les recruteurs sont complètement charmés et l'embauchent sur le champ avec un salaire, tenez-vous bien, de 800 000 $ par an. Le problème, c'est qu'il va utiliser sa position pour détourner 800 000 $ afin d'offrir une vie de luxe à Philippe. Le grain de sable arrive dans la machine quand un comptable minutieux remarque une anomalie financière. Il commence à fouiller, alerte la police, et quand le FBI débarque dans le bureau du directeur financier habillé en costume 3 pièces, il découvre que c'est un homme qui est censé être mort du sida
2 ans plus tôt. Cette fois, l'État du Texas a l'air tellement ridicule devant les médias que la justice a décidé de le détruire. Steven Russell est condamné à 144 ans de prison. Et pour éviter une énième évasion, il est enfermé à l'isolement 23 heures sur 24, sous la surveillance de 4 gardes armés lors de ses rares sorties. Et les surveillants inspectent absolument tout, de peur qu'il ne trouve une nouvelle astuce pour s'enfuir. Quant à Philippe, lui, il est libéré depuis longtemps. Il vit discrètement au Texas, et il a avoué plus tard qu'il aimait profondément Steven. Mais que partager la vie d'un homme qui change d'identité toutes les 2 semaines et qui s'évade à grands coups de stabilo boss, nerveusement, c'était pas ouf. Et voilà les gars, comment on s'assoit sur les règles avec le sourire. La prochaine fois que vous hésitez à gruger à la file de la boulangerie, pensez à Steven. Si ce braquage de vie ultime vous a régalé, foudroyez-moi ce bouton de like, abonnez-vous pour ne louper aucune des prochaines affaires, dites-moi en commentaire aussi quel a été votre plus gros mensonge sur votre CV, et on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, et surtout, restez sages.